Ça sera ma conclusion. Ma conclusion, c'est que je voudrais vous proposer une présidence citoyenne. Une présidence citoyenne, c'est quoi? Eh bien, c'est que si je suis élu, je prendrai immédiatement les mesures suivantes. D'abord, une présidence économe de l'argent des contribuables. Vous savez, les gens qui me connaissent à l'UPR trouvent que parfois je suis un peu radin. Eh bien, je serai un peu radin également si je suis élu président de la République française. Selon le député René Dauzière, spécialiste de la question, le coût complet de l'Élysée s'élève à 259 millions d'euros en 2011, supérieur de plus de 50% aux informations jusque-là disponibles. Eh bien, moi, je m'engage à diminuer ces coûts de 100 millions d'euros, soit moins 40%. Je vous ai montré ici un graphique, un schéma en écorché, comme on dit, de l'avion que l'on appelle Air Sarco One. Vous en avez peut-être entendu parler. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, qu'il y ait un avion destiné spécifiquement au chef de l'État français quand il fait des visites d'État, peut-être, ça peut se comprendre, pour des raisons de prestige, de rayonnement du pays, ça peut peut-être se comprendre. En revanche, que l'on ait fait un avion comme celui-ci, où vous voyez que toute la tête de l'appareil, c'est une chambre présidentielle, avec un lit double, un dressing, un cabinet de toilette avec douche, puis ensuite un bureau-salon avec un grand bureau, des fauteuils et un espace secrétariat, puis ensuite une salle de réunion avec une table de conférence de 12 personnes, puis ensuite un centre médical avec une mini-salle d'opération, et qu'enfin vous ayez relégué la queue de l'appareil, comme dans une bétaillère, vous avez les ministres et les conseillers techniques. Moi, j'ai fait des voyages comme ça avec M. Mitterrand et avec M. Chirac. J'ai accompagné les deux présidents de la République dans des visites d'État en Corée, au Kazakhstan, en Chine, au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil, en Bolivie, etc., etc. J'en ai fait beaucoup avec ces deux présidents, dans des fonctions. Une fois, quand j'étais auprès du ministre du Commerce extérieur, sous le gouvernement de M. Balladur, donc avec M. Mitterrand, et la deuxième fois, c'est quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères, avec M. Chirac, notamment dans sa grande tournée sud-américaine. Mais je peux vous assurer qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça ni avec l'un ni avec l'autre. Voilà. Donc moi, je trouve que ça, c'est nul. Il n'y aura pas de première dame. J'ai une femme, ma femme, qui d'ailleurs n'est pas là puisqu'elle prépare actuellement un concours de l'École normale supérieure, donc elle a un grand... parce que j'ai une femme qui est universitaire. Ma femme sera tout simplement la femme du président de la République. Voilà. C'était d'ailleurs exactement la position qu'avait, je suis désolé de me comparer à lui, mais qu'avait Charles de Gaulle. Tante Yvonne, comme on l'appelait affectueusement, personne ne l'appelait la première dame de France. De temps en temps, il y avait un petit reportage sur elle. C'était une femme discrète, très, 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 très gentille et intelligente, du reste. Mais c'était quelqu'un qui savait se tenir à sa place. Et donc, il n'y a pas dans le protocole, il n'y a pas de protocole monarchiste en République. De la même façon, eh bien, je protégerai ma famille de toute médiatisation. J'ai une fille et j'ai un fils, eh bien, il n'est pas question qu'ils fassent la une des journaux. De la même façon, je prends l'engagement de ne me livrer à aucun népotisme. Vous savez que le népotisme vient du mot italien nepoto, qui veut dire le neveu. C'est donc, ça remonte au pape de la Renaissance qui favorisait leurs neveux. Quand ce n'était pas leur neveu, c'était leur fils, par exemple Alexandre VI Borgia, qui avait des enfants, comme vous le savez. Eh bien, moi, je prends l'engagement de ne me livrer à aucun népotisme, qui est un des ravages de la société française actuelle dans beaucoup de milieux, et en particulier dans le milieu politique. Donc, je ne ferai pas en sorte que ma fille devienne présidente de l'UPR. Et d'ailleurs, remarquez bien que je n'ai pas non plus hérité de l'UPR. Je l'ai créé par moi-même, avec le soutien de tous ceux qui m'ont fait confiance depuis le début et dont le nombre s'accroît tous les jours.
De la même façon, je ne ferai pas de mon fils un conseiller général des Hauts-de-Seine. Et puis j'aurai un comportement décent et respectueux des difficultés des Français. Parce qu'il y a quand même un minimum, quand on est dans une situation, dans une société en crise, qui est un minimum de responsabilité et de décence. Je prendrai donc toujours mes vacances sur le territoire de la République française et je demanderai à tous les membres du gouvernement d'en faire autant. Il est d'ailleurs très étonnant de voir tous ces ministres et tous ces présidents de la République qui poussent des cris d'orfraie lorsque je leur dis qu'il faut sortir de l'Europe, alors que dès qu'ils ont un pont, un week-end ou des vacances, ils quittent justement, ils sortent de l'Europe pour aller aux États-Unis ou pour aller sous les tropiques. Donc, bien moi, je prendrai mes vacances. La République française est un des plus grands, c'est d'ailleurs la première destination touristique mondiale. Alors on peut, me semble-t-il, pendant la durée d'un mandat minimum, eh bien, avoir ne serait-ce que la courtoisie vis-à-vis de ses compatriotes que de rester parmi eux. Et donc ne pas faire, par exemple, de croisière à bord de yachts de milliardaires. Je ne passerai pas mon temps dans des voyages internationaux qui ne servent à rien. J'effectuerai les déplacements strictement nécessaires et j'en diminuerai l'entourage. Il n'y aura pas des cohortes et des cohortes de voitures de police, de gyrophares et d'autocars des CRS parce que tout simplement, j'aurai confiance dans mes concitoyens. Et je demanderai aux membres du gouvernement d'en faire autant. J'éviterai tout comportement ostentatoire, ce qui n'est d'ailleurs pas mon genre. Je n'organiserai pas de parties fines dans des hôtels. Et je ne vivrai pas dans une tour d'ivoire. Je rencontrerai régulièrement les Français de toutes les conditions, en particulier les chômeurs, les exclus et les handicapés. Alors maintenant que j'arrive à la fin de ce long exposé, eh bien on va revenir au début. On va revenir au début. Je vous avais cité un proverbe africain. Là, je vous cite un proverbe chinois. Guo Wan Chu Chong Chen. Dans un pays en proie au chaos, apparaissent des responsables loyaux. Je trouve que c'est un très beau proverbe. Parce que ça veut dire que lorsque tout est pourri, lorsque tout s'effondre, lorsque tout vous paraît vérolé, eh bien, ça n'est pas vrai. Et ce beau proverbe chinois, on l'a trouvé tout au long de notre histoire nationale. Il y a toujours, au moment fatidique, il y a toujours des Français qui disent non. On ne va pas laisser tomber la France. Rappelez-vous cette affiche extraordinaire que je vous ai montrée tout à l'heure des FFI de 1944 qui disait c'était un raisonnement instinctif, presque inconséquent. Tout était perdu, tout le monde ricanait à l'idée de poursuivre la guerre, on avait été écrasé. D'ailleurs, les gens savaient que les États-Unis étaient plutôt du côté de l'Allemagne. Donc tout le monde avait été écrasé, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était à faire comme tout le monde. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que ceux qui sont entrés dans la résistance en 40-41, eh bien, étaient encore plus courageux ou audacieux que ceux d'entre vous qui nous ont rejoints et de ceux qui vont nous rejoindre. Puisque finalement, nous sommes quand même dans un pays où il y a encore un certain nombre de principes de droit et de démocratie, et puis parce que nous sommes, à l'évidence, dans une situation de nécrose avancée de cette construction. En tout cas, si je cite ce proverbe, c'est aussi un petit peu pour parler de moi, et vous voudrez bien me le pardonner, mais puisque je me présente à vos suffrages, encore faut-il que j'en sois digne, et quelle meilleure preuve pourrais-je vous donner de dire que j'en suis digne que de vous citer ce proverbe. Je n'ai rien eu à gagner dans toute cette affaire. Vous le savez, tous les gens qui me connaissent m'ont dissuadé, ont considéré que j'étais fou, que j'avais brisé ma carrière, que je n'arriverais à rien. Et d'ailleurs, j'ai été pestiféré
au ministère des Finances pendant plusieurs années. Et puis les choses changent. Et il y a quelques semaines, à l'Inspection générale des finances, mon chef de service m'a demandé de faire une intervention, un peu comme celle que je viens de faire, en plus court, mais quand même pendant 1h 3/4 devant mes collègues, inspecteurs généraux des finances, parmi lesquels des anciens directeurs des finances, 2 anciens ministres, etc., pour leur expliquer pourquoi l'euro allait exploser. Le simple fait que l'on m'ait donné la parole dans ces lieux augustes de Bercy, qui n'avaient jamais entendu depuis leur inauguration en 1988 semblable discours, montre que l'esprit évolue, et ils évoluent évidemment avec les événements. Donc la question que vous devriez vous poser, je vous la disais en préambule, je la renouvelle maintenant, pourquoi fait-il cela ? Pourquoi est-ce que je fais cela ? C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui devez vous faire un jugement sur la personnalité que je suis et pourquoi est-ce que je fais cela. Est-ce que vous pensez vraiment que je fais cela pour de l'argent, pour de la notoriété ? Est-ce que vous pensez vraiment cela ? Peut-être. Est-ce que vous pensez, comme certains le croient, que je suis le sous-marin de tel ou tel ? Il y a des gens qui me soupçonnent des plus noirs desseins. Heureusement, ce qui me fait rire, c'est de voir qu'on me soupçonne tour à tour d'être le sous-marin d'un parti contre un autre, puis de l'autre contre le premier, etc., etc. Si j'étais un sous-marin qui était piloté par un des partis au pouvoir, il me semble que j'aurais un accès aux médias beaucoup plus facilité. Donc je vous demande, je vous prie, je vous suggère de réfléchir en conscience à la personnalité qui se présente devant vous, comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. J'ai quelques kilos de trop. Mais j'ai l'honnêteté de ne pas avoir fait de régime avant.